C'est une bonne, on te donne la parole et après on rentre dans l'architecture. Bon, je vous remercie d'abord. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Je n'ai pas été surprise que vous animiez une pareille émission parce que j'ai toujours décelé chez vous cette générosité, vraiment qui est le propre quand même des grands architectes. Je le dis toujours, un architecte, il ne peut être que généreux. Et c'est extrêmement important. Je suis vraiment très touchée par vos propos. Je crois que c'est ma nature, hein? C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas toujours calme, évidemment. Je pense aussi que chacun a son petit caractère, sinon nous ne serions pas des architectes. Voilà. C'est très difficile maintenant de se présenter hein, pour dire que voilà mon cursus, d'autant plus que vous êtes mes aînés, évidemment. J'ai fait mes études ici à l'école de Castor. J'ai fait tout mon cycle ici. J'ai soutenu ici. Et comme la plupart des architectes, j'ai fait des stages au niveau des cabinets d'architectes sur place. Bon, s'il faut encore parler de moi, je ne vois pas très bien ce que je peux dire. Hein. À part ça, à part le mémorial, évidemment, j'ai réalisé beaucoup d'autres projets. Quand même des projets d'envergure. J'ai aussi participé à beaucoup de concours, sans trop faire de bruit quand même. Mais je peux dire que j'ai eu quand même le soutien de mon mari, qui est quand même assez expérimenté pour tout ce qui s'agit de concours, etc., etc. Donc ça m'a été d'un grand apport quand même. Bon, pour le mémorial, effectivement, ça s'est passé comme ça. Hein. Je ne savais même pas que ce projet, finalement, allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, hein, parce qu'on l'a quand même beaucoup amélioré. On a été pour le ministère quand même des conseillers, des maîtres d'œuvre, en fait. Et on ne savait pas tellement au début où on allait. Hein. Il ne s'agissait pas vraiment d'un musée au début. Les idées n'étaient pas très claires. Mais on a pu faire un programme amélioré. Et puis ça n'a pas été tellement simple. Parce que du point de vue administratif, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup d'hésitations. Mais finalement, bon, grâce à Dieu, nous avons calé un programme, nous avons pu quand même élaborer un projet quand même, je peux dire, prestigieux. Voilà. Mais on va revenir sur le sujet parce que ce que tu dis c'est très intéressant. C'est ce qui montre même la faiblesse des concours ici. Parce qu'au niveau des concours, je pense qu'il y a la programmation qu'il faut tenir. Parce que faire un concours de musée, déjà, ça demande une élaboration qui est assez importante, c'est-à-dire au niveau du programme, pour savoir ce que fait. Mais souvent, ce sont les architectes qui se retrouvent en train de faire ce double travail. Absolument. Non seulement ils font le concours, ils gagnent le concours, après ils se retrouvent encore à vraiment mettre du contenu dans ce qu'ils font faire. Alors que si c'était ailleurs, dans les pays assez développés, avant de lancer un concours comme ça, tout est ficelé. Tout est ficelé, l'architecte, absolument. Il a gagné le concours. Le concours, c'est une idée que tu mets en place. Et le client, il dit, OK, d'accord, c'est bon. Et maintenant, tu as tout le contenu, la programmation qui te permet de ne pas te tromper. Même au niveau budget, tout ça, tout est ficelé. Mais ici, il y a des tas d'hésitations. On a des idées comme ça, on lance. On ne prend pas les choses au sérieux. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment remercier les architectes. Il faut aussi dire que les architectes sont braves, surtout quand on est dans un continent comme ça, surtout en Afrique. Parce que si on est en Europe, tout est mâché, tout est préparé, tout est prêt. Il ne suffit maintenant que de mettre la marmite et de mettre les ingrédients et de sortir. Mais ici, c'est l'architecte qui va aller au marché,
il revient du marché, il prépare la casserole, il prépare les tout entiers, il met tout, à la fin, mon moyek. C'est le mais donc, bravo aux architectes, c'est vraiment, je te dis bravo. On va revenir sur le sujet. Là, Gajaka, vraiment, je te donne la parole, Séni. J'aime bien le nom Gajaga, parce que Séni, c'est... Mais Gajaga, j'aime bien, quoi. Merci, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour tout le travail que vous faites. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est un travail quand même qui entre dans la construction des savoirs. Parce que à travers cette émission, véritablement, il y a tout un apprentissage, il y a tout un travail de renforcement de capacité. Et ça, c'est salutaire, surtout dans le domaine de l'architecture, dans le domaine des arts en général. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je suis vraiment très content aujourd'hui d'être là et de partager avec tout le monde. Bon, donc, j'ai eu la chance de faire le lycée technique Maurice Delafosse. Donc, à cette époque-là, ce n'était pas évident. Donc, c'est là où j'ai eu mon bac, le bac B, sciences économiques. À cette époque, quand on délibérait pour le baccalauréat, il y a tout de suite les gens qui venaient pour vous offrir un poste. Et bon, moi j'ai refusé tout, j'ai refusé même d'aller à l'université. Et j'ai décidé vraiment de faire l'école des beaux-arts. C'est à cette époque, c'était l'école normale supérieure d'éducation artistique. Bon, alors ça a surpris tout le monde. Hein. Heureusement que ma maman paix à son âme, m'avait beaucoup encouragé. Et c'est ça qui a fait que, véritablement, donc j'ai fait cette formation. J'ai eu la chance aussi de sortir major de ma promotion. Et c'est ce qui m'a permis d'aller en Europe pour faire, donc pour continuer mes études. Et donc j'ai fait l'école des beaux-arts de Nancy, l'école des arts décoratifs de Nice. Et ça a été une nouvelle expérience, de nouveaux contacts, un environnement différent. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris durant ces moments, ces temps-là. Et je suis revenu parce que le but c'était d'assurer la relève de l'assistant technique. À cette époque, au niveau des écoles, il y avait presque 90% d'étrangers, plus de Français d'ailleurs. Et nous, on était donc censés assurer la relève d'assistance technique. C'était ce qu'on appelait les bourses FAT à l'époque. Bon, quand je suis revenu, j'ai été prof aux Beaux-Arts pendant un certain temps. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une bourse avec la Belgique, la communauté française de Belgique, pour travailler dans l'art muséal. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens et même d'affiner aussi mon travail artistique en tant qu'artiste. Et c'est là que j'ai eu aussi la possibilité, l'opportunité de vendre une œuvre donc, au musée contemporain, d'art contemporain de Nancy. Donc j'ai une œuvre qui se trouve dans ce prestigieux musée. Et ça aussi c'est gratifiant et c'est encourageant. Oui, parce que tout artiste, vraiment, son souhait c'est qu'il rentre dans les musées, quoi. Oui. Parce que c'est conservé depuis, voilà, quoi. Mais maintenant, quelle est ta démarche plastique réellement, quoi? Parce que ce qui fait qu'on dit c'est Gajaga, c'est nous, quoi. Bon, sur le plan plastique, j'ai travaillé d'abord dans la relation entre la terre et la femme. Parce que la terre doit être bien travaillée, doit être protégée, comme la femme aussi. Quand je parle de la femme, je parle de l'humain. Mais comme la femme, c'est le centre du foyer, il faut aussi de la protection auprès des humains, surtout protection de la femme. Et donc la femme porte la vie et la donne, mais cette terre aussi, si elle est bien travaillée, et qu'on y enfouit les bonnes graines, elle nous donne de la nourriture. Et nous avons un continent aujourd'hui qui a ce problème de nourriture. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire pour atteindre ce qu'on appelle véritablement l'autosuffisance alimentaire. Donc si la terre est bien travaillée et que les foyers, et qu'il y a l'harmonie dans les foyers, c'est ça que j'appelle la vie. La vie en tout cas vers laquelle nous devons tendre.
Donc tout le travail que je fais, c'est par rapport à la vie. Maintenant, dans le travail, comment traduire cela, plastiquement parlant? Donc il y a tout un travail de préparation, depuis le choix du support sur lequel on travaille, ça peut être la toile, ça peut être du bois, le matériau que je vais utiliser. Mais moi, mon attitude, c'est l'attitude du paysan. Parce que le paysan, il enfouit dans la terre et il développe toute une stratégie pour que cette terre-là lui redonne donc, les plantes, les graines et tout cela. Donc dans mon travail, il y a toujours ce processus d'enfouissement. Ça peut être des signes, des symboles, etc. et tout. Je n'aime pas le kitsch. Je n'aime pas se montrer comme ça. Donc je ne veux pas jeter les choses en pleine gueule auprès des gens. Non, je préfère mettre ces choses-là et au fur et à mesure, essayer de travailler, de travailler tout cela pour que ça puisse aboutir, pour que ça puisse donner un sens. Ouais, donc vous avez quand même ce qu'on appelle un peu le bakou, quoi. C'est-à-dire une originalité qui vient de vous en tant qu'Africain. Vous avez votre culture et vous avez votre identité et vous essayez de traduire ça à travers vos œuvres, quoi. C'est un peu ce que je vois dans la démarche que vous venez de dire, quoi. Très bien. Le bakou est fondamental, en fait. Dans toute volonté de création, dans toute volonté de développement de la pensée créatrice, il y a effectivement le champ du bakou à l'intérieur. Donc c'est véritablement cela. Donc j'essaie, à partir de mes convictions, à partir des fondamentaux de ma culture, de ma réalité culturelle, j'essaie de partager avec le monde. Mais partager avec le monde pour valoriser davantage ce que nous avons de plus important en nous. Pour équitablement montrer aux autres que chez nous, dans ce que nous avons des valeurs fondamentales. Mais ces valeurs-là, nous ne devons pas accepter qu'on les piétine. Nous ne devons pas accepter qu'on les dévalorise. C'est à nous qui sommes, en tout cas, des précurseurs, sinon des gens qui peuvent parler avec le monde, de valoriser ces valeurs qui sont fondamentales. Voilà, mais Aïda, qu'est-ce que tu complètes par rapport à... Tu lui dis, son travail, c'est bakou. C'est des profondeurs de la terre, si je comprends bien. Qu'est-ce qui sort des profondeurs de la terre? Et dans sa création, comment je peux faire pour en faire sortir quelque chose? Ça me fait penser, moi j'étais en admiration avec un groupe d'architectes, je crois qu'ils sont américains, Morphosis. Morphosis, tout le travail, avant que ce qu'ils conçoivent sorte, c'est à travers le sol, le mouvement du sol, et c'est là que jaillit effectivement ce qu'ils ont conçu, le bâtiment qu'ils conçoivent. Et ça, j'avais trouvé ça très bien. Et vraiment, je voulais m'assurer que c'était bien ce que tu voulais me dire et que ce jaillissement qui rejoint le bakou, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui jaillit en fait. C'est le mouvement underground qui a été créé dans les années 70 où les musiciens, les trucs, tout ça là, sont partis du bas pour sortir des cavernes, des trucs comme ça et puis qui sont arrivés à ce côté.